Comment voyez-vous la montée de la Chine aujourd'hui? Eh bien, pas seulement la montée de la Chine, la montée de l'Asie, mais bien sûr avec la Chine en tête de tout cela. Comment pensez-vous que ces économies asiatiques se comporteraient différemment des économies européennes? En d'autres termes, y a-t-il quelque chose propre à l'Asie qui la ferait agir différemment, ou bien chaque État se comporterait-il de la même manière sous une même répartition du pouvoir? Oui, je ne suis pas très optimiste quant au fait que ce siècle appartienne à l'Asie de l'Est. Je sais qu'on parle beaucoup d'un siècle asiatique, parce que la Corée du Sud, le Japon et la Chine ont les économies les plus dynamiques. Ils ont certainement les meilleurs et les plus rigoureux systèmes éducatifs, et tout le monde admire à quel point les étudiants d'Asie de l'Est sont travailleurs et studieux. Mais regardez la réalité, c'est que les Occidentaux aiment débattre. Les Occidentaux sont très ouverts. Il y a une presse libre, donc les gens sont conscients des problèmes en Occident. Alors qu'en Asie de l'Est, les gens sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus respectueux de l'autorité. Les médias sont... Les Asiatiques de l'Est n'aiment pas débattre. Ainsi, les Occidentaux sont moins conscients des problèmes en Asie de l'Est. Mais laissez-moi énumérer quelques problèmes auxquels l'Asie de l'Est est confrontée et qui sont extrêmement graves. Le premier est la question démographique. Il y a une crise du vieillissement en Asie de l'Est, où les gens vivent plus longtemps. En fait, les Asiatiques de l'Est ont probablement la plus longue espérance de vie de tous les groupes démographiques. Voilà pour le premier point. Mais l'autre problème, c'est que les Asiatiques de l'Est n'ont pas d'enfants. Le taux de fécondité en Asie de l'Est est le plus bas du monde. En Corée du Sud, il est aussi bas que 0,6. Je crois qu'il a un peu augmenté, d'accord? Mais il est descendu jusqu'à 0,6. Au Japon, il est de 1. En Chine, il est de 1. D'accord? Le niveau de remplacement, bien sûr, est de 2,1. Donc, dans 100 ans, ou même dans 20 ans, ces pays n'auront plus de jeunes. D'accord, c'est un énorme, énorme problème qu'il faut aborder, mais qu'on ne peut pas vraiment résoudre. Pensez à la somme d'argent que la Corée du Sud a consacrée à ce problème, offrant des dizaines de milliers de dollars aux jeunes couples pour qu'ils se marient et aient des enfants. Et cela ne résout toujours pas le problème. Parce que ce que les jeunes en Corée du Sud regardent la société, ils voient une société stagnante, corrompue, inégale, extrêmement compétitive, extrêmement hiérarchisée, extrêmement injuste. Et donc ils se disent, vous savez, d'accord, si j'ai des enfants, mes enfants n'auront pas une vie meilleure que la mienne, alors à quoi bon avoir un enfant? Et c'est vrai dans toute l'Asie de l'Est. Et je suis désolé, mais si les jeunes femmes n'ont pas d'enfants, c'est un vote de défiance envers la société. Alors pour ceux qui disent que l'Asie de l'Est va dominer le monde, expliquez-moi pourquoi et comment, quand les jeunes femmes ne se marient pas et refusent d'avoir des enfants. Je dirais donc que c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ces pays en sont là grâce à leur taux d'épargne élevé. La Corée du Sud, le Japon et la Chine exportent plus qu'ils ne consomment. Mais supposons que les marchés occidentaux, l'Amérique, l'Europe, ne puissent plus se permettre d'acheter ces biens d'Asie de l'Est. Que va-t-il alors arriver à ces économies asiatiques? Eh bien, elles ne s'en sortiront probablement pas très bien. La Chine parle depuis très longtemps de passer à une économie fondée sur la consommation. Mais regardez, les ménages chinois épargnent environ 40% de leurs revenus. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ont très peu de confiance dans l'économie et dans la croissance de leur pays. Ils ne croient pas au système de protection sociale ni au système de retraite. Ils pensent, quand je serai vieux, le gouvernement ne prendra pas soin de moi. Je dois m'occuper de moi-même. C'est une attitude très pessimiste, et c'est pour cela qu'ils ne dépensent pas d'argent.
Mais si les gens ne dépensent pas, on ne peut pas vraiment faire croître l'économie. C'est un problème que le gouvernement chinois essaie de résoudre depuis très très longtemps. Il n'y parvient pas à cause des valeurs culturelles et du système politique. Le troisième point que je soulignerai, c'est que dans un monde marqué par les conflits mondiaux, et on peut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup au Moyen-Orient, le pétrole sera coupé vers l'Asie de l'Est. Et en Asie de l'Est, l'économie dépend du pétrole en provenance du Moyen-Orient. Ainsi, l'Asie de l'Est n'est pas aussi riche que d'autres régions du monde. Les Amériques, l'hémisphère occidental, sont extrêmement riches. Mais si leurs économies étaient soumises à un embargo, elles rencontreraient de nombreux problèmes. C'est le troisième point. Et le quatrième point est que la Corée du Sud, le Japon et la Chine ne se sont jamais bien entendus historiquement. Ils ont toujours été en conflit. Donc, si l'Amérique se retirait d'Asie de l'Est, s'il n'y avait plus de grande puissance hégémonique pour maintenir la paix dans la région, on pourrait s'attendre à ce que des conflits éclatent très rapidement entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Et pour ces raisons, je ne suis en réalité pas optimiste quant à l'avenir de l'Asie de l'Est dans les prochaines décennies. En fait, je suis très très pessimiste. Oui, non. Les divisions entre les pays sont assez intéressantes. Il semble que pour les Russes, par exemple, la relation la plus difficile à entretenir en Asie du Nord-Est serait avec le Japon. Mais pour le Japon, la relation avec la Russie semble presque être la meilleure en comparaison. Il suffit de souligner la différence qu'ils ont avec les Sud-Coréens, les Nord-Coréens et les Chinois. Cependant, c'est intéressant. Lorsque vous parlez avec des économistes politiques, ils font souvent remarquer qu'il ne faut pas mesurer la puissance des États uniquement par la force militaire. Il faut aussi examiner l'économie. Mais si l'on introduit un peu de sociologie, cela montre aussi que le PIB et les indicateurs économiques ne reflètent pas toujours la santé d'un pays. C'est pourquoi la Corée du Sud est un exemple si intéressant. On la présente souvent comme le pays le plus moderne du monde, si l'on mesure des choses comme la densité de robots, le nombre de robots par habitant, et ainsi de suite. Je la placerai probablement au premier rang en termes de modernité, ou du moins parmi les tout premiers. Cependant, si l'on regarde la société, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie aussi qu'ils ont l'un des taux de natalité les plus bas au monde. Je crois qu'il est autour de 0,62, quelque chose comme ça, ce qui est un taux catastrophique. Cela a peut-être changé, bien sûr. Ils sont aussi en tête pour les suicides, et je crois qu'ils ont toujours un ministre de la solitude. On voit les médias, de temps en temps, écrire sur la crise et la perte de sens. Cela soulève donc la question, qu'est-ce que cela signifie? À mesure que l'on prospère davantage, on commence aussi à mettre fin à sa propre existence. Cela me rappelle le travail de personnes comme Émile Durkheim, qui a écrit sur l'industrialisation en France au XIXe siècle. Dans les régions où l'on s'industrialisait le plus, les suicides augmentaient. Alors, comment faire la paix avec cette idée que plus un être humain s'épanouit, plus il va mal? Et cela renvoie un peu à la question de savoir si les excès de la modernité ne négligent pas le fait que les êtres humains ne sont pas seulement des individus rationnels. Nous avons aussi des instincts. Nous sommes essentiellement des animaux sociaux. Et cela ne fonctionne pas toujours bien dans le cadre du libéralisme économique. La société devient en quelque sorte un appendice des forces du marché. Est-ce une question essentielle pour l'Asie? Car la Chine, par exemple, a connu une ascension fulgurante, passant d'un pays essentiellement paysan à, en seulement 40 ans, une économie de premier plan et extrêmement moderne, à grande échelle. C'est assez saisissant quand on s'y rend et qu'on voit où ils en sont aujourd'hui. Est-ce le facteur humain qui se perd dans une croissance aussi rapide et incontrôlée?
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que si nous voulons survivre et prospérer en tant qu'espèce, nous, les humains, devons abandonner ces valeurs néolibérales qui nous ont rendus malheureux. Aujourd'hui, nous sommes perçus comme des consommateurs. Plus tu consommes, plus tu as de valeur et de statut dans la société. Et c'est complètement faux, car cela nous a rendus misérables. Cela nous a rendus seuls, déconnectés, aliénés et déprimés. Pense à la crise de santé mentale qui touche le monde entier, en particulier en Chine. Tu as mentionné le suicide en Corée du Sud, n'est-ce pas? Le taux de suicide parmi les étudiants chinois est absurde, et le niveau de dépression chez les lycéens chinois est tout simplement hors norme. Il est donc clair que le système ne fonctionne pas. Comme vous le dites, ce que nous devons faire, c'est recalibrer nos valeurs et trouver ce qui donne du sens et un but à nos vies. Cela signifie embrasser notre spiritualité, embrasser notre communauté. Et c'est aussi ce qui explique la montée de Trump, car il présente une nouvelle vision qui enthousiasme les gens. On peut dire que c'est raciste, on peut dire que c'est fasciste, mais au fond, il répond à des besoins humains fondamentaux. Et très honnêtement, si l'élite, si les puissants, le 1%, refusent de dialoguer avec le peuple, si l'élite refuse d'aider les gens à se reconnecter spirituellement en tant que communauté, alors nous sommes condamnés en tant qu'espèce. C'est la réalité dans laquelle nous vivons. Si les choses continuent comme elles vont, si les tendances actuelles se poursuivent, et si l'on met de côté la question de la guerre un instant, alors nous finirons par disparaître en tant qu'espèce, parce que plus personne n'aura d'enfants et que nous nous détruirons tous par solitude. Nous devons donc, en tant que société, en tant que monde, en tant qu'espèce, nous rassembler et discuter de ce qui nous apporte du sens et du bonheur. Et très honnêtement, la réponse, ce sont les enfants. Comment pouvons-nous construire une société centrée sur les enfants, sur les familles, sur le fait de garantir que les enfants aient une enfance heureuse et deviennent des individus créatifs, résilients et empathiques? C'est la conversation que nous devrions avoir en ce moment. Oui, je pense souvent à Solzhenitsyn, parce que tu as probablement vu son discours à Harvard en 1978. Il était très critique envers le communisme, et pour de très bonnes raisons. Il avait été invité à Harvard essentiellement pour s'en prendre aux communistes. Mais au lieu de cela, il a prononcé un discours où il soulignait que tout était perçu comme un affrontement entre capitalisme et communisme, alors que les deux souffraient du même mal. Les excès du monde moderne et la négligence du pré-moderne. Il faisait remarquer que le capitalisme comme le communisme vidait l'homme de sa spiritualité et le traitait essentiellement comme une machine. Et ce faisant, nous mesurions la réussite avec tous les mauvais indicateurs.